Il y a des hommes qui ne poursuivent jamais, ne supplient jamais, ne mendient jamais l'attention. Et paradoxalement, ce sont ceux que les femmes poursuivent avec le plus d'intensité. Pendant que toi, tu es en train d'écrire le 10e message sans réponse, eux sont en train de recevoir des appels auxquels ils ne répondront pas tant que ça ne les arrange pas. Pendant que toi, tu es en train de réorganiser ton week-end pour être disponible, eux sont en train d'annuler des plans avec des femmes pour faire ce qui leur importe réellement. Et les femmes, mon ami, les femmes les désirent avec une intensité qu'elles ne ressentiront jamais pour toi si tu continues à te comporter comme la majorité. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement ce qu'il y a dans la psychologie de ces hommes, ce qu'ils ont dans leur structure mentale, qui les rend magnétiques. Et plus important, comment tu peux développer ces mêmes traits sans devenir un sociopathe. Parce qu'il existe une ligne très mince entre être un homme de haute valeur et être un manipulateur sans scrupules. Et aujourd'hui, nous allons marcher exactement sur cette ligne. En psychologie, il existe quelque chose appelé la triade sombre. 3 traits de personnalité qui, quand ils se combinent, créent un profil qui est simultanément dangereux et magnétiquement attirant. Ces 3 traits sont le machiavélisme, le narcissisme et la psychopathie. Maintenant, avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que je vais t'apprendre à être un psychopathe, écoute-moi bien. Il ne s'agit pas d'adopter ces traits dans leur forme pathologique. Il s'agit de comprendre quels éléments spécifiques de chacun génèrent de l'attraction et comment tu peux les intégrer de manière fonctionnelle dans ta personnalité sans détruire ton humanité. Parce que voici la vérité brutale. Les hommes avec ces traits, même dans leur forme modérée, ont un avantage évolutif massif dans l'attraction féminine. Non pas parce que les femmes cherchent consciemment des psychopathes, mais parce que ces traits communiquent des signaux que leur instinct interprète comme de haute valeur génétique et sociale. Laisse-moi t'expliquer chacun et comment ils fonctionnent. Premièrement, le machiavélisme. Cela ne signifie pas être mauvais. Cela signifie être stratégique. Cela signifie comprendre que les relations humaines sont, dans leur essence, des échanges de pouvoir. Et les hommes qui comprennent cela, qui jouent le jeu consciemment, ont un avantage massif sur ceux qui croient que l'amour est seulement de l'émotion pure, sans stratégie. Comme le comprenait parfaitement le stratège florentin, la naïveté dans les relations humaines est le chemin le plus rapide pour être utilisé et jeté. Parce que pendant que tu crois que tout est honnêteté et transparence, d'autres sont en train de bouger des pièces que tu ne vois même pas. L'homme machiavélique comprend que chaque interaction a un objectif. Il ne sort pas avec une femme juste parce qu'il se sent seul. Il sort parce qu'elle l'intéresse authentiquement, ou parce que cette interaction le rapproche de quelque chose qu'il valorise. Il ne répond pas au message immédiatement parce que c'est comme ça qu'on est censé faire. Il répond quand il a quelque chose de valeureux à dire, et quand son timing génère l'impact maximal. Il ne révèle pas tout sur lui-même au premier rendez-vous parce qu'il croit en la vulnérabilité instantanée. Il révèle l'information stratégiquement, créant de l'intrigue, maintenant le mystère. Et les femmes, mon ami, les femmes trouvent cela irrésistible, parce qu'inconsciemment elles comprennent qu'elles sont face à quelqu'un qui pense plusieurs coups à l'avance. Quelqu'un qui n'est pas un livre ouvert. Quelqu'un avec de la profondeur. Deuxième trait, le narcissisme fonctionnel. Et ici, je dois être très clair. Je ne parle pas du narcissisme pathologique où le type ne peut pas fonctionner sans validation constante. Je parle du narcissisme fonctionnel. La capacité de mettre tes besoins en premier sans culpabilité. L'habileté de croire authentiquement que ton temps est plus précieux que celui de n'importe qui d'autre. La conviction que tu mérites le respect non pas parce que tu le demandes, mais parce que c'est ainsi. Les hommes avec un narcissisme fonctionnel ne s'excusent pas d'exister. Ils ne minimisent pas leur réussite. Ils ne feignent pas une humilité qu'ils ne ressentent pas. Ils marchent dans la vie comme si le monde leur devait de l'espace. Et devine quoi? Le monde le leur donne. Les femmes trouvent cela magnétique parce que ça communique du statut. Parce qu'un homme qui se traite lui-même comme quelqu'un d'important, qui établit des limites sans négocier, qui ne tolère pas le manque de respect, est en train d'envoyer des signaux qu'il a des options.
qu'il n'a besoin de personne de spécifique. Et cette autonomie est un aphrodisiaque, parce que les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent orbiter autour d'un homme qui a déjà son propre soleil. Je vais te donner un exemple concret. J'ai connu un type, Damian, 38 ans, avocat d'affaires. Quand il sortait avec une femme et qu'elle lui annulait des plans, Damian ne se fâchait pas. Il ne lui écrivait pas des paragraphes demandant ce qui s'était passé. Il disait simplement « pas de problème » et faisait d'autres plans, non pas parce qu'il jouait, mais parce qu'authentiquement sa vie ne tournait pas autour d'elle. Et cette femme, sans faute, revenait, parfois, le jour même, parfois, des jours plus tard. Mais elle revenait toujours, parce que dans son esprit elle avait commis une erreur. Elle avait rejeté quelqu'un qui avait clairement de meilleures options. Et son instinct lui criait de récupérer cette opportunité avant qu'il ne soit trop tard. Damian ne manipulait pas. Il opérait depuis un lieu de narcissisme fonctionnel, où son temps et sa paix étaient réellement plus importants que n'importe quelle femme spécifique. Et ça c'est ce qui génère de l'attraction réelle. Troisième trait, et c'est le plus dangereux, la psychopathie fonctionnelle. Maintenant, la psychopathie clinique est l'incapacité de ressentir de l'empathie ou du remords. Ça, c'est pathologique et destructif. Mais la psychopathie fonctionnelle est différente. C'est la capacité de déconnecter émotionnellement quand c'est nécessaire, de prendre des décisions basées sur la logique, pas sur les sentiments, de terminer des relations qui ne fonctionnent pas sans agoniser pendant des mois, d'établir des limites dures sans te sentir coupable. Les hommes avec ce trait ne s'accrochent pas émotionnellement vite. Ils ne projettent pas des avenirs avec quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer. Ils ne tolèrent pas le drame, parce que c'est comme ça que sont les relations. Ils partent simplement, sans explication longue, sans tentative d'arranger l'irréparable. Ils partent parce que leur logique leur dit que cette personne n'ajoute rien. Et cette capacité de déconnexion émotionnelle, bien qu'elle sonne froide, est incroyablement attirante, parce qu'elle communique de la force. Elle communique que tu n'es pas contrôlable à travers la manipulation émotionnelle, que tu as des standards inébranlables. Comme le comprenait le penseur florentin, l'homme qui peut aimer mais n'a pas besoin d'aimer a tout le pouvoir, parce que l'amour depuis le besoin est faiblesse, l'amour depuis le choix est force. Maintenant, voici le critique. La différence entre utiliser ces traits de manière fonctionnelle contre pathologique. La triade sombre dans sa forme pathologique crée des monstres. Des hommes qui manipulent sans considération, qui blessent sans remords, qui utilisent les autres comme des objets. Ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. Ça, c'est destructif. Mais ces mêmes traits, dans leur forme fonctionnelle, créent des hommes de haute valeur. Des hommes qui sont stratégiques mais pas cruels. Qui se priorisent mais ne sont pas égoïstes. Qui peuvent déconnecter émotionnellement mais ne manquent pas d'empathie. La différence est dans l'intention. L'homme pathologique utilise ces traits pour détruire. L'homme fonctionnel les utilise pour construire des limites saines. Je vais te donner les applications pratiques de chaque trait. Comment les intégrer sans perdre ton humanité? Du machiavélisme fonctionnel, tu intègres la stratégie. Tu arrêtes d'être réactif et tu deviens proactif. Chaque interaction avec une femme a un but. Si tu sors avec elle, c'est parce qu'authentiquement tu vois du potentiel, pas parce que tu t'ennuies. Si tu lui écris, c'est parce que tu as quelque chose d'intéressant à communiquer, pas parce que tu as besoin de validation. Si tu l'invites à sortir, c'est parce que tu as évalué qu'elle vaut ton temps et ton énergie. Cette mentalité stratégique te sort du mode de pénurie où tu poursuis n'importe quoi qui bouge. Elle te met en mode d'abondance, où toi tu décides qui mérite ton attention. Du narcissisme fonctionnel, tu intègres l'amour-propre inébranlable. Tu établis des standards clairs sur comment tu veux être traité. Et quand quelqu'un franchit ces standards, il n'y a pas de seconde chance. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu te respectes trop pour tolérer le manque de respect. Tu arrêtes de demander la permission pour occuper de l'espace. Tu arrêtes de t'excuser pour tes ambitions. Tu arrêtes de minimiser tes réussites par peur de paraître arrogant. Tu deviens quelqu'un qui croit authentiquement
que sa présence est un cadeau. Et quand tu crois ça, les autres le croient aussi. De la psychopathie fonctionnelle, tu intègres la capacité de déconnexion stratégique. Quand une relation ne fonctionne pas, tu pars. Sans drame, sans tentative désespérée d'arranger. Simplement tu évalues, tu décides, tu agis. Quand quelqu'un te manipule émotionnellement, tu ne tombes pas dans le piège. Tu vois le jeu clairement et tu te retires. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, tu ne laisses pas la culpabilité te paralyser. Tu évalues ce qui est mieux pour toi et tu l'exécutes. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi cela ressemble en pratique. Imagine 2 hommes. Le premier est le typique homme bon. Il rencontre une femme. Il tombe amoureux vite. Il lui écrit tous les jours. Il est toujours disponible. Il réorganise sa vie pour s'accommoder à elle. Il lui donne toute son attention. Il lui confesse ses sentiments profonds au 3e rendez-vous. Basiquement, il lui livre tout le pouvoir. Que se passe-t-il? Elle perd intérêt. Elle le met dans la friend zone, où elle l'utilise jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Maintenant, imagine le 2e homme. Il rencontre la même femme. Il ressent de l'attraction, mais ne tombe pas amoureux immédiatement. Il lui écrit quand il a quelque chose d'intéressant à dire. Pas par habitude. Il maintient sa vie, ses amis, ses plans. Il lui donne de l'attention, mais pas toute son attention. Il maintient des mystères sur ses sentiments. Basiquement, il maintient le cadre de pouvoir équilibré. Que se passe-t-il? Elle le poursuit. Elle se demande ce qu'il pense. Elle fait des efforts pour capter son attention. Elle tombe amoureuse profondément. La différence n'est pas que le 2e homme soit plus beau ou plus riche. La différence est psychologique. Le premier opère depuis le besoin. Le 2e opère depuis le choix. Le premier est prévisible. Le 2e est imprévisible. Le premier est un livre ouvert. Le 2e est un mystère constant. Et les femmes, mon ami, les femmes trouvent le mystère irrésistible, parce que le mystère active leur système de récompense. Son cerveau devient obsédé à résoudre l'énigme, à comprendre qui tu es réellement, à gagner ton attention complète. Maintenant, la question pratique. Lequel de ces 2 approches crois-tu fonctionne le mieux pour créer une attraction durable? A. Montrer un intérêt authentique dès le début. Être ouvert avec tes sentiments. Être disponible. Et démontrer qu'elle est importante pour toi. B. Maintenir un certain mystère. Être sélectif avec ton attention. Préserver ton indépendance. Et faire qu'elle gagne ton intérêt complet. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Pendant que tu penses à ça, laisse-moi te donner les règles spécifiques de comment implémenter ces traits sans devenir un monstre. Règle 1 du machiavélisme fonctionnel. Sois stratégique, mais jamais cruel. Planifie tes interactions. Pense à l'impact de tes mots, mais ne manipule jamais avec l'intention de blesser. La stratégie est pour créer des dynamiques saines, pas pour détruire les autres. Règle 2. Maintiens l'information stratégique privée. Ne révèle pas tout sur toi lors des premiers rendez-vous. Maintiens un certain mystère, mais ne mens jamais. Il y a une différence énorme entre confidentialité stratégique et tromperie. Règle 3. Observe les modèles, pas seulement les mots. Les femmes vont te dire une chose et faire une autre. Observe ce qu'elles font, pas ce qu'elles disent, mais utilise cette information pour te protéger, pas pour manipuler. Règle 1 du narcissisme fonctionnel. Priorise-toi sans être égoïste. Tes besoins sont importants. Tes objectifs sont précieux. Ton temps est limité. Mais cela ne signifie pas que tu ignores les besoins des autres. Cela signifie que tu ne les mets pas automatiquement au-dessus des tiens. Règle 2. Établis des limites sans négocier. Décide quel comportement tu ne vas pas tolérer. Et quand quelqu'un les franchit, agis, mais fais-le avec clarté, pas avec cruauté. Règle 3. Célèbre tes réussites sans t'excuser. Tu as travaillé dur pour elles. Tu mérites d'être fier.
Mais tu n'as pas besoin de rabaisser les autres pour te sentir bien avec toi-même. Règle 1 de la psychopathie fonctionnelle. Déconnecte émotionnellement quand c'est nécessaire. Mais ne perds jamais ton empathie. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, évalue avec logique, mais considère toujours l'impact sur les autres. Juste, ne laisse pas cette considération te paralyser. Règle 2. Termine les relations toxiques. Sans drame. Si quelque chose ne fonctionne pas, pars. Il n'y a pas besoin d'explications longues ni de tentatives d'arranger l'irréparable. Mais fais-le avec respect. Une conversation claire, honnête et après silence. Règle 3. Ne tolère pas la manipulation émotionnelle. Quand quelqu'un essaie de te contrôler à travers la culpabilité, les larmes ou le drame, maintiens ta position, mais ne contre-attaque pas. Maintiens simplement tes limites fermement. Comme le comprenait profondément le stratège de la Renaissance, la véritable force ne réside pas dans la capacité de détruire, mais dans la capacité de rester ferme sans être détruit. L'homme fort n'a pas besoin de prouver son pouvoir. Son pouvoir est évident, dans sa tranquillité inébranlable. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé avec Damian, l'avocat que j'ai mentionné. Damian intégrait ces 3 traits de manière fonctionnelle. Il était stratégique dans ses relations, mais jamais cruel. Il se priorisait, mais n'était pas égoïste. Il pouvait déconnecter quand c'était nécessaire, mais ne manquait pas d'empathie. Et les femmes le poursuivaient constamment, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il projetait quelque chose qui est extrêmement rare. Une autonomie émotionnelle, authentique. Un jour, il a rencontré une femme, Isabelle, psychologue, intelligente, magnifique. Et à la surprise de tous, Isabelle ne pouvait pas conquérir Damian avec les techniques qui fonctionnaient avec d'autres hommes. Quand elle essayait de créer du drame, Damian s'éloignait simplement sans réagir. Quand elle essayait de manipuler avec la culpabilité, Damian maintenait ses limites sans broncher. Quand elle essayait de jouer à des jeux de pouvoir, Damian n'entrait pas dans le jeu. Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Isabelle a arrêté de jouer, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était face à quelqu'un qui ne pouvait pas être manipulé, face à quelqu'un qui avait des standards réels. Et ça l'a obligée à être authentique, à montrer son côté réel, sans masque. Et quand finalement les deux se sont connectés depuis un lieu d'authenticité, sans jeu, la relation a été différente de tout ce qu'ils avaient expérimenté, parce qu'elle était construite sur le respect mutuel, pas sur la manipulation. Damian m'a dit quelque chose qui résume tout. Mon ami, j'ai passé des années à être le type bon qui perdait toujours, jusqu'à ce que je comprenne que le problème n'était pas que j'étais bon, c'était que j'étais faible. Quand j'ai intégré ces traits, quand je suis devenu stratégique, quand j'ai appris à me prioriser, quand j'ai pu déconnecter quand c'était nécessaire, je ne suis pas devenu mauvais. Je suis devenu fort. Et les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes bons. Elles tombent amoureuses d'hommes forts. Et c'est là qu'est la clé. Il ne s'agit pas d'arrêter d'être bon. Il s'agit d'arrêter d'être faible. Parce qu'un homme bon, mais faible, est utilisé. Un homme fort mais cruel est craint. Mais un homme qui est fort et bon, cet homme est respecté. Et le respect est la base de toute attraction durable. Maintenant, l'implémentation pratique. Comment développer ces traits sans thérapie? De plusieurs années. Premièrement, développe le machiavélisme fonctionnel. Commence à penser stratégiquement. Avant chaque interaction, demande-toi « Quel est mon objectif ici ?» Pas dans un sens manipulateur, mais dans un sens de clarté. Je sors avec cette femme parce qu'elle m'intéresse réellement ou parce que je m'ennuie? Je réponds à ce message parce que j'ai quelque chose de précieux à dire ou juste par habitude? Cette conscience stratégique te sort du mode automatique et te met en contrôle réel. Deuxièmement, développe le narcissisme fonctionnel. Fais une liste de tes standards non négociables. Comment veux-tu être traité? Quel comportement ne vas-tu pas tolérer? Et engage-toi à maintenir ces standards sans exception. Chaque fois que quelqu'un les franchit, agis, pas avec colère, mais avec fermeté.
et observe comment change la façon dont on te traite. Parce que quand tu démontres que tu as des standards réels, les gens les respectent. Troisièmement, développe la psychopathie fonctionnelle. Pratique la déconnexion émotionnelle stratégique. Quand tu as besoin de prendre une décision difficile, donne-toi la permission de l'évaluer seulement avec la logique. Écris le pour et le contre. Évalue froidement et prends la décision qui est la meilleure pour toi, sans laisser la culpabilité te paralyser. Avec le temps, cette capacité devient naturelle. Et voici ce qui est beau. Quand tu intègres ces traits de manière fonctionnelle, tu ne deviens pas quelqu'un de froid ou calculateur. Tu deviens quelqu'un de centré. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. Quelqu'un que les femmes poursuivent parce que finalement, elles sont face à un défi réel. Face à quelqu'un qu'elles ne peuvent pas contrôler. Face à quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres standards, sa propre direction. Comme le comprenait le maître Florentin, l'homme qui a besoin d'être aimé est esclave de qui peut lui donner de l'amour. L'homme qui peut aimer, mais n'a pas besoin d'être aimé, est libre. Et cette liberté est magnétique. Tu l'as là, mon ami. La psychologie de l'homme qui n'a jamais besoin d'aller après une femme. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est une structure mentale. C'est intégrer des traits que l'évolution a sélectionnés parce qu'ils génèrent un avantage. Mais les intégrer de manière fonctionnelle, pas pathologique. Te prioriser sans être égoïste. Déconnecter quand c'est nécessaire sans perdre ton humanité. Quand tu réussis cet équilibre, tu deviens quelqu'un que les femmes poursuivent. Non pas parce que tu joues, mais parce que finalement tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. Quelqu'un avec des standards, quelqu'un avec des limites. Quelqu'un qui ne s'offre pas, quelqu'un qui se choisit. Dans les commentaires, en plus de répondre A ou B, raconte-moi si tu as déjà connu un homme avec ces traits. Comment était sa vie avec les femmes? Qu'est-ce qu'il faisait de différent? Ton observation peut beaucoup apprendre à d'autres qui sont en train d'apprendre ceci. Et si cette vidéo a changé ta perspective, partage-la. Abonne-toi à la chaîne. Parce que je vais continuer à révéler la psychologie sombre qui sépare les hommes, qui poursuivent des hommes, qui sont poursuivis. Les vérités que personne d'autre n'a le courage d'enseigner. Tu vas découvrir les 5 choses exactes qu'une femme évalue dans les premières minutes où elle te rencontre pour décider si tu es un matériau de désir ou si elle va te reléguer dans la zone d'amis pour toujours. Et non, ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton statut. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus inconscient et beaucoup plus puissant. Mais avant de te révéler ces 5 indicateurs qui déterminent si une femme va te désirer ou va te rejeter, j'ai besoin de ton engagement absolu. Comment j'utiliserai ceci avec responsabilité si tu jures que tu vas utiliser cette connaissance pour devenir un homme meilleur, pas pour blâmer les femmes pour comment elles sont programmées biologiquement. Parce que, mon ami, quand tu comprendras comment fonctionne réellement l'attraction féminine, tu auras 2 options. Tu peux devenir amer et avoir du ressentiment, ou tu peux accepter la réalité et travailler sur toi-même pour devenir irrésistible. La première option te condamne à la solitude. La deuxième te libère. Alors mets un like si tu es prêt pour la vérité sans filtre et prépare-toi à prendre des notes, parce que chaque mot compte. Parfait. Je vois que tu es un guerrier qui préfère la vérité inconfortable au mensonge confortable. Maintenant oui, nous allons démanteler complètement le mythe que l'attraction est quelque chose de mystérieux ou aléatoire. L'attraction féminine suit des modèles prévisibles basés sur des millions d'années d'évolution. Et quand tu comprends ces modèles, tu cesses d'être victime d'eux et commences à les utiliser à ton avantage. La première chose que les femmes remarquent avant de ressentir du désir est quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Ta relation avec l'espace physique et comment tu l'occupes. Écoute-moi avec une attention totale, parce que ça va plus profond que tu ne penses. Dans les 30 premières secondes d'interaction, le cerveau primitif d'une femme est en train d'évaluer quelque chose de fondamental.
Cet homme a-t-il la confiance qu'il mérite d'être ici? Ou est-il en train de s'excuser d'exister? Et cette évaluation, elle ne la fait pas consciemment. Son cerveau reptilien, la partie la plus ancienne qui contrôle les instincts de survie et de reproduction, est en train de traiter ton langage corporel à une vitesse de millisecondes. Quand un homme entre dans un espace et se recroqueville, quand il marche avec les épaules tombantes, quand il occupe le minimum d'espace possible comme s'il essayait de se rendre invisible, son cerveau primitif enregistre cela comme une valeur génétique basse, comme quelqu'un qui a été vaincu par la vie, comme quelqu'un qui n'a pas le droit de réclamer des ressources ou un territoire. Et mon ami, cette évaluation instantanée tue toute possibilité de désir avant même que tu n'ouvres la bouche. Mais quand un homme entre dans un espace et l'occupe sans s'excuser, quand sa posture est ouverte et détendue, quand il bouge avec économie de mouvement sans être frénétique, quand ses gestes sont contrôlés et délibérés au lieu d'être nerveux et réactifs, quelque chose s'active dans le cerveau féminin. Au niveau inconscient, il enregistre cela comme « cet homme a gagné des batailles ». Cet homme a été en compétition avec d'autres hommes et est sorti victorieux. Cet homme a de la valeur parce que son corps communique que le monde lui appartient. Et voici ce qui est brutal que personne ne te dit. Peu importe à quel point une femme est intelligente. Peu importe à quel point elle est éduquée ou progressiste. Ce cerveau primitif, qui évalue ton occupation de l'espace, est plus ancien que la logique. Il est plus ancien que la culture. Il est plus ancien que n'importe quelle idéologie moderne. Et il ne peut pas être désactivé par la force de la volonté. Il est en train d'opérer à un niveau complètement inconscient, évaluant ta valeur comme partenaire sexuel potentiel, avant même que son esprit conscient ne connaisse ton nom. L'application pratique de ceci est que tu dois développer ce que j'appelle la présence physique sans effort. Quand tu marches, fais-le avec des pas fermes et mesurés, pas en te traînant, ni en courant nerveusement. Quand tu t'assieds, prends l'espace complet de la chaise, bras détendus, jambes ouvertes confortablement, sans exagérer. Quand tu parles, tes gestes doivent être contrôlés, et avec un but, pas des grands gestes nerveux. Et quand tu es debout, plante tes pieds fermement. Imagine que tu as des racines qui te connectent au sol. Toute cette communication non verbale dit à son cerveau primitif: cet homme est à l'aise dans sa propre peau, parce qu'il a prouvé sa valeur dans le monde. Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Il a écrit que les hommes jugent plus par la vue que par le toucher, parce que tous peuvent voir, mais peu peuvent sentir de près. En termes d'attraction, cela signifie qu'avant qu'elle ne puisse sentir ta valeur à travers la conversation ou la connexion émotionnelle, elle doit d'abord la voir dans comment tu occupes l'espace physique. Si tu échoues à cette évaluation visuelle initiale, tu n'arrives jamais à la deuxième phase. C'est pour ça que tant d'hommes bons restent piégés dans la friend zone. Leur intérieur est précieux, mais leur extérieur communique de l'insécurité. Maintenant, allons à la deuxième chose que les femmes remarquent. Et c'est là que la plupart des hommes s'auto-sabotent brutalement, sans même le savoir. Ta vitesse émotionnelle et comment tu réponds aux stimuli externes. Laisse-moi t'expliquer la psychologie profonde derrière cela. Les femmes sont constamment en train d'évaluer si un homme peut maintenir le contrôle émotionnel sous pression. Parce que dans l'environnement ancestral où s'est formée l'attraction humaine, l'homme qui perdait le contrôle émotionnel dans une crise mettait en danger toute la tribu. L'homme qui entrait en panique, qui devenait violemment réactif, qui s'effondrait sous le stress. Cet homme était une menace pour la survie. Alors le cerveau féminin a développé des filtres extrêmement sensibles pour détecter la dérégulation émotionnelle chez les hommes. Et voici ce qui est brutal. Elles sont constamment en train de te tester pour voir si tu passes ce filtre. Quand elle dit quelque chose qui pourrait s'interpréter comme un défi ou un rejet, elle est en train d'observer ta réaction. Quand elle présente une opinion qui contredit la tienne, elle est en train de mesurer si tu te mets sur la défensive. Quand il y a un problème ou un inconvénient, elle est en train d'évaluer si tu maintiens ton centre ou si tu t'effondres. La plupart des hommes échouent à ces tests de façon spectaculaire.
Quelqu'un leur dit quelque chose qu'ils perçoivent comme une critique, et leur voix monte d'un ton. Ils parlent plus vite. Ils se mettent à se justifier. Une femme les fait attendre ou annule des plans, et ils répondent avec des messages nécessiteux ou passifs-agressifs. Il y a un contretemps dans le rendez-vous, comme le fait que le restaurant n'a pas de table, et ils se frustrent visiblement. Chacune de ces réactions émotionnelles rapides est comme une alarme dans le cerveau féminin. Cet homme n'a pas de contrôle sur ses émotions. Je ne peux pas me sentir en sécurité avec quelqu'un d'aussi réactif. Mais quand un homme maintient ce que j'appelle une vitesse émotionnelle lente, quand il traite les stimuli externes sans réagir instantanément, quand il peut absorber des commentaires négatifs ou des situations difficiles sans que son état émotionnel ne s'altère visiblement, quelque chose de puissant s'active dans l'attraction féminine. Son cerveau primitif enregistre cela comme « cet homme a vu de pires tempêtes ». Cet homme ne s'altère pas pour des broutilles parce qu'il a géré des choses plus grandes. Cet homme est le rocher auquel je peux m'accrocher quand mon monde émotionnel est un chaos. Et voici l'ironie brutale. Les femmes elles-mêmes sont fréquemment émotionnellement réactives. Elles passent d'un état d'esprit à un autre avec fluidité. Elles ressentent les choses intensément et les expriment. Et précisément parce qu'elles opèrent ainsi, elles ont désespérément besoin d'un homme qui ne le fasse pas. Elles ont besoin de l'équilibre, le yin et le yang. Si les deux sont émotionnellement réactifs, la relation est un enfer de drame. Si les deux sont émotionnellement éteints, la relation n'a pas de vie. Mais quand elle est fluide émotionnellement et lui est solide émotionnellement, il y a une dynamique parfaite qui crée une attraction magnétique. L'application pratique est que tu dois développer ce qu'en psychologie, on appelle une fenêtre de tolérance émotionnelle étendue. Cela signifie qu'entre le moment où quelque chose t'affecte et le moment où tu réponds, il y a un espace. Et dans cet espace, tu maintiens un contrôle conscient. Par exemple, elle dit quelque chose qui te dérange. Au lieu de réagir immédiatement, tu respires, tu traites, et ensuite, tu réponds depuis un lieu calme, où il y a une situation stressante. Au lieu d'entrer en mode panique, tu t'ancres dans ton corps, tu évalues la situation objectivement et tu prends une action délibérée. Cette capacité de maintenir une vitesse émotionnelle lente sous pression s'entraîne. Ce n'est pas quelque chose avec quoi tu nais, et ça s'entraîne en t'exposant délibérément à des situations inconfortables et en pratiquant le maintien de ton centre. Des conversations difficiles où tu gardes le calme. Un exercice physique intense où tu contrôles ta respiration. La méditation où tu observes tes pensées sans y réagir. Tout cela construit cette musculature psychologique que les femmes détectent et trouvent irrésistiblement attirante. Maintenant, nous arrivons à la troisième chose que les femmes remarquent. Et mon ami, celle-ci est controversée mais indéniable. Quand tu observes le comportement réel, au lieu de ce que les gens disent, ta capacité à créer et maintenir des hiérarchies sociales. Tu vas détester entendre ça, mais les femmes sont constamment en train d'évaluer ta position dans des hiérarchies de dominance masculine. Non pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce que c'est câblé dans leur biologie. Dans l'environnement ancestral, l'homme au sommet de la hiérarchie avait accès à plus de ressources, plus de protection, plus de capacité de pourvoir. Alors, les femmes qui s'accouplaient avec des hommes de haute hiérarchie avaient plus de probabilités que leurs enfants survivent. Et cet instinct n'a pas disparu. Quand une femme t'observe interagir avec d'autres hommes, son cerveau est en train de traiter comment tu te comportes dans la hiérarchie. Es-tu celui qui mène la conversation ou celui qui suit? Quand il y a un désaccord, es-tu celui qui maintient sa position ou celui qui cède immédiatement? Quand vous entrez dans une pièce, es-tu celui que les autres se retournent pour voir ou celui qui passe inaperçu? Tous ces petits indicateurs s'additionnent dans son esprit inconscient pour créer une évaluation de ton rang social. Et voici ce qui incommode les gens, mais qui est une vérité observable. Les femmes ressentent plus d'attraction pour des hommes que d'autres hommes respectent. C'est un phénomène qui a été étudié de manière extensive. Quand un homme est clairement respecté par son groupe de pairs, quand d'autres hommes cherchent son opinion, quand il a une influence sociale visible, les femmes le trouvent plus attirant. Ce n'est pas à propos d'argent ou de célébrité.
C'est à propos de cette position relative dans des hiérarchies de compétition masculine. Machiavel a observé avec une clarté brutale que les hommes suivent presque toujours les chemins marqués par d'autres et procèdent dans leurs actions par imitation. En termes d'attraction féminine, cela se traduit par quelque chose de puissant. Quand d'autres hommes te traitent avec respect, les femmes imitent ce respect. Quand ton groupe social te place en position de leadership, les femmes voient cela et leur attraction s'active. C'est un mécanisme de validation sociale qui opère majoritairement de manière inconsciente. Elle est en train d'utiliser le jugement collectif d'autres hommes comme raccourci pour évaluer ta valeur. Alors, l'application pratique a 2 dimensions. Première, tu dois concourir et gagner dans quelque chose, peu importe dans quel domaine. Cela pourrait être ta carrière, un sport, un hobby compétitif, le leadership dans ta communauté. Ce qui importe, c'est qu'il y ait un domaine où tu es clairement dans la partie supérieure de la hiérarchie, où d'autres reconnaissent ta compétence, où tu as prouvé ta valeur contre d'autres hommes, et tu es sorti victorieux. Ce n'est pas de la vanité. C'est une signalisation de valeur que les femmes détectent instinctivement. Deuxième dimension. Quand tu es dans des contextes sociaux avec une femme qui t'intéresse, assure-toi qu'elle observe comment les autres te traitent. Cela ne signifie pas frimer ou se vanter. Cela signifie stratégiquement créer des situations où elle voit que le serveur te connaît et te traite bien, où tes amis te respectent clairement quand tu parles, où tu as une histoire et une réputation dans des lieux. Chacune de ces observations s'accumule dans son évaluation inconsciente de ton rang social, et ce rang corrèle directement avec l'attraction. La 4e chose que les femmes remarquent est quelque chose que la psychologie moderne a confirmé, mais que la plupart des hommes interprètent complètement mal. Ta capacité à contenir des polarités opposées, sans t'effondrer dans une seule dimension. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie. L'homme unidimensionnel est ennuyeux. Le type qui est seulement logique, sans émotion. Le type qui est seulement amusant, sans profondeur. Le type qui est seulement ambitieux, sans vulnérabilité. Le type qui est seulement agréable, sans dangerosité. Ces hommes peuvent attirer l'intérêt initial, mais ils ne génèrent pas le type de désir profond et durable qui fait qu'une femme devient obsédée. Ce qui allume réellement l'attraction féminine est un homme qui peut se mouvoir fluidement entre des polarités, qui peut être fort quand la situation le requiert, mais aussi vulnérable quand le moment est approprié, qui peut être intense et concentré sur son travail, mais aussi joueur et spontané au bon moment, qui peut être le leader décisif, mais aussi l'auditeur empathique. Cette capacité de contenir des multitudes, d'être complexe et même contradictoire, crée une profondeur psychologique qui est magnétique. La raison psychologique derrière cela est fascinante. Les femmes elles-mêmes contiennent des polarités naturellement. Elles sont mères protectrices et amantes sexuelles. Elles sont professionnelles compétentes et êtres émotionnels. Elles sont indépendantes et ont besoin de connexion. Elles vivent confortablement dans ces contradictions. Et quand elles trouvent un homme qui peut aussi habiter des polarités sans se briser, elles reconnaissent quelqu'un qui opère à leur même niveau de complexité psychologique. Et cela crée une attraction à un niveau beaucoup plus profond que le superficiel. Mais voici l'erreur que commettent 99% des hommes. Ils croient qu'être un homme complet signifie être équilibré tout le temps, être modéré en tout. Et ça, mon ami, c'est la recette pour la médiocrité. Ce qui attire réellement n'est pas l'équilibre constant, c'est la capacité d'aller aux extrêmes quand c'est approprié. Être intensément ambitieux quand tu travailles sur tes objectifs. Être complètement présent et émotionnel quand tu connectes avec elle. Être le guerrier quand il y a une menace. Être le philosophe quand il y a de l'espace pour la réflexion. Se mouvoir entre ces états avec facilité. La 3e leçon machiavélique qui s'applique ici est profonde. Machiavel a compris que le prince doit être comme le centaure, moitié homme et moitié bête. Il doit savoir quand utiliser la raison de l'homme et quand utiliser la force de la bête. En termes d'attraction masculine, cela signifie que l'homme irrésistible
n'est pas celui qui vit seulement dans son intellect, ni celui qui vit seulement dans ses instincts. C'est celui qui peut accéder aux deux et savoir quand chacun est nécessaire. Cette fluidité entre civilisé et primitif, entre contrôlé et sauvage, est ce qui fait qu'une femme ne s'ennuie jamais de toi. L'application pratique est que tu dois développer consciemment différentes facettes de ta personnalité au lieu de rester piégé dans une seule identité. Si tu es seulement le type sérieux et professionnel, développe ton côté joueur et spontané. Si tu es seulement le type décontracté et drôle, développe ton côté intense et ambitieux. Si tu es seulement le type logique et rationnel, développe ta capacité de ressentir et exprimer l'émotion. Et ensuite, pratique de te mouvoir entre ces états selon le contexte. Cette ampleur psychologique te rend imprévisible dans le meilleur sens. Et l'imprévisible est intrinsèquement attirant. Finalement, nous arrivons à la 5e, et possiblement la plus importante chose que les femmes remarquent avant de ressentir du désir. Ta relation avec ton propre but, et si elle est le centre de ton univers ou un complément à ta mission. Et mon ami, c'est ici que la plupart des hommes bons perdent les femmes qu'ils veulent, parce qu'ils font exactement l'opposé de ce qui génère l'attraction. Ils mettent la femme sur un piédestal, la transforment en leur but principal, organisent leur vie autour d'elle et tuent le désir dans le processus. Écoute-moi avec une clarté totale, parce que ça va sonner contradictoire avec tout ce qu'on t'a enseigné. Les femmes ne veulent pas être ta raison de vivre. Elles veulent être la compagne d'un homme qui a sa propre raison de vivre, parce que quand tu n'as pas de but au-delà d'elle, tu deviens un fardeau émotionnel. Elle doit être ta source de signification, ta validation, ton bonheur. Et ça, mon ami, c'est une pression insupportable qui tue le désir plus vite que n'importe quelle autre chose. Mais quand un homme a une mission qui le consume, quelque chose de plus grand que n'importe quelle femme individuelle, quelque chose qu'il poursuit avec une passion inébranlable, que ce soit construire un business, maîtriser un art, changer sa communauté, n'importe quoi qui lui donne une signification profonde, alors sa relation avec n'importe quelle femme existe dans un contexte différent. Elle n'est pas tout. Elle est importante, oui. Elle est précieuse, oui. Mais si elle part demain, il a toujours son but. Il a toujours sa mission. Il a toujours une vie pleine de signification. Et paradoxalement, c'est précisément la position qui fait qu'une femme te désire intensément. Parce que maintenant elle n'est pas nécessaire à ta survie émotionnelle. Elle est avec toi parce qu'elle choisit de l'être, pas parce que tu as besoin d'elle désespérément. Et cette liberté de besoin est ce qui permet que le désir authentique fleurisse. Quand quelqu'un a besoin de toi, tu te sens obligé. Quand quelqu'un te veut mais n'a pas besoin de toi, tu te sens désiré. Et le désir est infiniment plus attirant que le besoin. La psychologie profonde ici est que les femmes sont constamment en train d'évaluer ton abondance contre ta pénurie. L'homme qui met une femme au centre de son univers communique la pénurie. Je n'ai rien de plus important dans ma vie. Je n'ai pas d'autres options. Je n'ai pas de but propre. Faible valeur. Mais l'homme qui traite une femme comme un complément précieux à une vie déjà riche communique l'abondance. J'ai une mission. J'ai un but. J'ai une vie intéressante. Et tu peux en faire partie si tu remplis mes standards. Haute valeur. La 4e réflexion machiavélique finale qui clôt ce système. Machiavel a écrit que la fortune est femme et il est nécessaire, si on veut la tenir soumise, de la battre et de la heurter. Maintenant, avant que tu n'interprètes mal cela littéralement, laisse-moi expliquer ce que cela signifie psychologiquement. Il ne s'agit pas de violence physique. Il s'agit de ne pas traiter les femmes avec une délicatesse excessive ou en les mettant sur des piédestaux. Il s'agit de maintenir ta mission comme priorité, même quand cela signifie lui dire non. Il s'agit d'avoir la force de perdre une femme spécifique si c'est nécessaire pour ne pas perdre ton but. Cette volonté de prioriser ta mission sur n'importe quelle femme individuelle est, de manière contre-intuitive, ce qui fait que les femmes veulent faire partie de ta vie. Alors, l'application pratique finale est celle-ci. Identifie ta mission, ton but le plus grand, et poursuis-le avec une intensité inébranlable. Quand une femme entre dans ta vie,
fais-lui de la place. Valorise-la. Mais jamais, jamais, jamais ne réorganise ta vie entière autour d'elle. N'abandonne jamais tes objectifs pour lui plaire. Ne sacrifie jamais ton but pour la maintenir heureuse temporairement. Parce que quand tu fais ça, tu es en train de tuer l'attraction à sa racine. En échange, invite-la à faire partie de ta mission. Montre-lui comment elle peut compléter ce que tu es en train de construire. Et si elle ne peut pas ou ne veut pas, tu as la force de la laisser partir. Mon ami, maintenant tu as les 5 choses exactes que les femmes évaluent inconsciemment avant de ressentir du désir pour un homme. Ton occupation de l'espace physique qui communique confiance ou insécurité. Ta vitesse émotionnelle qui signale contrôle ou réactivité. Ta position dans les hiérarchies sociales qui indique haute ou basse valeur. Ta capacité de contenir des polarités qui révèlent profondeur ou superficialité. Et ta relation avec ton but qui communique abondance ou pénurie. Quand tu comprends ces 5 filtres, quand tu acceptes qu'ils opèrent majoritairement inconsciemment et sont basés sur des millions d'années d'évolution, tu arrêtes d'en vouloir aux femmes pour comment elles fonctionnent. Au contraire, tu acceptes la réalité et travailles à devenir le type d'homme qui passe tous ces filtres. Et, mon ami, quand tu y parviens, quand tu deviens cet homme qui occupe l'espace avec confiance, qui maintient le contrôle émotionnel sous pression, qui a gagné le respect dans sa hiérarchie, qui contient des multitudes complexes et qui a une mission plus grande que n'importe quelle femme, l'attraction cesse d'être un mystère. Elle devient prévisible. Mais je te donne un dernier avertissement. Tu peux utiliser cette connaissance de 2 manières. Tu peux l'utiliser pour travailler authentiquement à devenir cet homme de haute valeur, ou tu peux essayer de feindre ces qualités sans réellement les développer. La première option requiert des années de travail dur, mais crée des résultats permanents. La deuxième option te donne des résultats temporaires qui s'effondrent quand le masque tombe. Et, mon ami, le masque tombe toujours finalement. Alors, choisis le chemin difficile, fais le travail réel. Deviens cet homme authentiquement, pas superficiellement. Ta tâche cette semaine. Choisis l'un de ces 5 domaines et identifie honnêtement où tu es en train d'échouer. Tu occupes l'espace avec insécurité. Tu es émotionnellement réactif. Tu n'as pas de hiérarchie sociale où tu as gagné. Tu es unidimensionnel et ennuyeux, où tu as mis une femme au centre de ton univers. Identifie le domaine où tu as le plus besoin de travail. Et ensuite, crée un plan spécifique pour l'améliorer dans les prochains 90 jours. Dans les commentaires, partage quel domaine tu as identifié comme ta plus grande faiblesse et quel plan tu as pour la transformer. Mets un like si cette vidéo t'a fait voir l'attraction féminine d'une manière complètement nouvelle. Partage-la avec les amis qui sont confus sur pourquoi ils ne génèrent pas de désir chez les femmes qu'ils veulent. Abonne-toi parce que chaque vidéo que je mets en ligne est conçue pour te donner des avantages psychologiques que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Et on se voit dans la prochaine où je vais te révéler quelque chose d'encore plus controversé. Pourquoi les hommes bons finissent seuls alors que les hommes dangereux ont l'abondance? Et que peux-tu faire à ce sujet sans devenir un idiot? À la prochaine, guerrier.